Bonjour à tous et bienvenue sur LCP, émission spéciale au lendemain des élections législatives consacrée à l'arrivée des nouveaux députés au Palais Bourbon. Toute la semaine, 15h, 16h, nous vous proposons de vivre en direct les premiers pas de vos élus à l'Assemblée nationale. Ils vont suivre, vous allez le voir, tout un parcours. D'abord dans la cour d'honneur où, vous le voyez, nous attend Elsa Mondin-Gava, puis salle des 4 colonnes, salle emblématique de l'Assemblée où Marco Pommier, vous le voyez, va leur donner la parole à tous ces députés. Et puis enfin, l'hémicycle que ces députés vont découvrir pour la plupart d'entre eux pour la première fois. Nicolas Coadou, vous les verrez arriver depuis les tribunes. Et puis avec moi sur ce plateau, deux nouveaux visages du Palais Bourbon. Je vais commencer par les petits nouveaux. Bienvenue sur ce plateau, Daniel Simonet. Bonjour. Élu député La France Insoumise avec le soutien de la NUP dans la 15e circonscription de Paris. Laurent Jacobelli, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue, élu député Rassemblement National dans la 8e circonscription de la Moselle. Et puis une députée de la majorité réélue, Caroline Abadie, bonjour. La République En Marche dans la 8e circonscription de l'Isère. Enfin, Benjamin Morel, bienvenue. Bonjour. Et merci de m'accompagner. Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. Alors bien sûr, on va revenir sur ce séisme électoral du second tour. La France Insoumise pourrait déposer une motion de censure. Vous nous direz si ce sera le cas ou pas. Jean-Luc Mélenchon vient de s'exprimer. Il demande à tous ses partenaires de gauche, de la NUP, de faire un groupe unique. On verra cela. Marine Le Pen a d'ores et déjà dit ce matin que la retraite à 65 ans était enterrée. Bref, ça s'annonce extrêmement compliqué pour le gouvernement pour faire passer ces réformes. On va en parler longuement. On a 1 heure pour le faire. Mais d'abord, il y a des choses qui ne changent pas à l'Assemblée nationale. Après le choc des résultats d'hier soir, eh bien, il y a quand même un parcours à faire, celui que font en ce moment les députés dans la cour d'honneur, Elsa. Oui, exactement. Regardez derrière moi la porte de la cour d'honneur. Vous voyez les journalistes présents et puis des endroits où ils peuvent déposer leurs valises avant de suivre le parcours. Regardez, ils traversent cette cour d'honneur avec le passage de la boule derrière moi. Ensuite, ils vont gravir quelques marches pour rentrer sur cette porte. Souvent, ils s'arrêtent quelques secondes. Les photographes aiment bien ce cliché. Alors, il faut le dire, les députés, il y a beaucoup de nouveaux. On leur demande souvent bien leur nom, leur prénom, leur circonscription. 300 nouveaux visages à peu près à l'Assemblée lors de cette élection. Certains étaient déjà députés avant, mais il faut se rafraîchir un peu la mémoire. Suivez le parcours ici, les journalistes attendent que des députés viennent. Là, ce sont les salons qui jouxtent l'hémicycle. Il y en a un à gauche, un à droite. Alors généralement, les députés qui sont situés à la gauche de l'hémicycle, ils ont le salon à gauche. Mais là, il y a un peu une recomposition politique. On verra comment ça va se passer, puisqu'il y a beaucoup d'usages ici à l'Assemblée nationale qui ne sont pas forcément des règles. Alors on verra. Et ensuite, au bout du couloir, une salle très connue des journalistes et des députés. C'est la salle des 4 colonnes. C'est là où tous les journalistes peuvent interviewer les députés. Regardez, ils sont très nombreux aujourd'hui et ils interviewent les députés qui viennent de suivre le parcours justement pour entrer dans cette assemblée. Merci Elsa, et on revient vers vous avec de nouveaux visages au Palais Bourbon dans un instant. Nicolas Coadou, je le disais, vous êtes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle les guignols dans le jargon parlementaire. C'est de là que vous les voyez arriver, les députés qui découvrent, pour certains d'entre eux, pour la première fois cet hémicycle. Alors, on a un petit problème de connexion avec Nicolas Coadou, qu'on va retrouver dans l'hémicycle, me dit-on, d'ici quelques instants. Je commence avec vous. C'est bon ? De l'Assemblée nationale, vous le reconnaissez, ces bancs rouges, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors forcément, c'est un point de visite obligatoire pour les nouveaux députés nouvellement élus au cours de leur visite. Ils viennent ici notamment pour faire des photos. On a vu de nombreux selfies des élus désireux de vouloir immortaliser leur premier jour à l'Assemblée nationale. Et vous voyez sur ces images, il y a également un photographe de l'Assemblée nationale qui est là pour photographier les nouveaux élus, pour immortaliser ce premier jour. Mais s'ils viennent là, c'est surtout pour s'imprégner de l'atmosphère, pour découvrir le lieu, un lieu dans lequel ils vont passer les 5 prochaines années beaucoup de temps, et notamment les mardis lors des traditionnelles questions au gouvernement, puisque cet après-midi l'hémicycle est plutôt calme, mais lors de ces mardis-là, elle a tendance à se transformer en une arène, alors il vaut mieux être prêt. Nicolas Coadou. Je vais commencer par vous, Benjamin Morel. On a besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé hier soir. Dans quoi la France est entrée depuis le second tour des législatives? Est-ce que parler de crise de régime, ce serait trop fort ou pas? Est-ce que
on risque de revoir apparaître la 4e République avec son lot d'instabilité, de gouvernements qui chassent l'un l'autre, qui se succèdent? Alors en effet, l'hémicycle ressemble beaucoup à un hémicycle de la fin de la 4e République. À la fin de la 4e République, on dit beaucoup la proportionnelle, etc. En réalité, le vrai problème de la 4e République, notamment à la fin, c'est que vous avez des groupes centristes qui, grosso modo, sont les seuls groupes qui gouvernent ensemble le pays. Et de l'autre côté, vous avez deux partis avec qui on ne s'allie pas, les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre. Et donc vous avez un conglomérat de partis centristes qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui tentent de gouverner bon an mal an avec des gouvernements qui tombent, etc. Là où il faut un peu nous rassurer également, c'est que Michel Debré est persuadé que ça va être la même chose sous la Ve République. Quand il rédige la constitution de la Ve République, il rédige une constitution pour tenir une assemblée qui serait une assemblée dans laquelle il ne pourrait pas y avoir de majorité structurelle, etc. Donc notre constitution, notre droit constitutionnel est relativement bien armé pour tenir des majorités qui seraient des majorités instables, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais malgré tout... Comment composer? Que doit faire Emmanuel Macron? Il y a plusieurs enjeux sur les motions de censure, etc. Mais malgré tout, on y reviendra, les dispositifs existent, même si en effet, pour la majorité, ça va être très très compliqué de faire passer des projets de loi durant les 5 prochaines années. Vous allez nous dire quel dispositif constitutionnel précisément. Caroline Abadie, députée réélue La République En Marche, qui va peut-être changer de nom pour s'appeler Renaissance. Personne n'avait vu venir ce scénario-là. J'imagine que vous êtes surprise comme nous tous. Dans quel état d'esprit on arrive quand on sait que le risque d'un palais Bourbon, d'un hémicycle bloqué, vous n'avez pas de majorité absolue, il vous faut plus de 40 sièges, 40 députés à convaincre. Est-ce qu'on n'arrive pas déjà découragé? Ah non. Alors non, pas découragé du tout, sinon je ne serais pas là dès le lundi matin. Non, pas du tout découragé. Les obstacles, c'est assez motivant, hein, sinon on ne ferait pas de politique, je pense, on n'aurait pas besoin de nous. Il y a une chose que je précise, c'est que le groupe centriste, contrairement à ce que vous décrivez de la 4e République, me semble quand même plutôt au clair sur son projet et il n'y a pas tant de dissension que ça au sein de ce groupe centriste. En revanche, ce qu'il va falloir faire... Vous avez 245 sièges aujourd'hui. Ils sont majoritaires. Mais vous n'êtes pas un groupe centriste. C'était minoritaire. Enfin, vous avez besoin d'alliés, c'est-à-dire sous la 4e République, vous pouvez avoir des dominations de majorité. C'est le plus gros groupe. C'est quand même le plus gros groupe. Il faut avoir 289 à chaque fois. Oui, il vous manque 44 députés pour obtenir cette majorité absolue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à travailler sur des consensus sur les sujets un par un quand ils vont se présenter. C'est très pragmatique, mais il n'y a aucune... Ça s'appelle des majorités d'idées. L'idée, ça n'est pas, au fond, de créer une coalition de gouvernement sur un contrat. On pense à l'Italie, on pense à l'Allemagne, très clair, avec toute une série de sujets, les retraites, le pouvoir d'achat, le nucléaire. L'idée, c'est quoi? Mais parce qu'autour de nous, personne n'est d'accord sur rien non plus. C'est texte après texte, aller à la pêche aux députés? Il va falloir créer ces majorités d'action sur les sujets un à un. C'est comme ça que le définissait la Première ministre ce week-end, pour que nous puissions, sur chaque sujet, avancer. Avec qui? Parce que à droite comme à gauche, vous verrez qu'ils ne seront jamais d'accord sur aucun sujet. Avec les Insoumis, avec le Rassemblement National ou avec les Républicains? Il y a déjà les Républicains, les socialistes et les écologistes. Je pense que déjà, sur ces groupes-là, on va pouvoir trouver des sujets. Maintenant, si les autres groupes ont des accointances avec nous sur certains sujets, ils auront le droit de voter. Je crois que c'est tout à fait dans leur pouvoir. Laurent Jacobelli, vous qui étiez à Bruxelles jusqu'à peu, puisque vous étiez député européen. Pas du tout, je n'ai pas eu cette chance. Alors, excusez-moi. Non, mais il y a des instances, des parlements où on cherche du compromis au nom de l'intérêt général, y compris quand on appartient à des groupes très différents. Dans quel état d'esprit vous arrivez à l'Assemblée nationale, alors qu'on sent très bien que texte après texte, on va vous tendre la main? Écoutez, nous, on est déterminés. Alors, vous ou d'autres, hein. On est résolus et on est là pour appliquer le programme que nous ont demandé nos électeurs et la plupart des Français d'appliquer, c'est-à-dire arrêter la casse sociale avec la retraite à 65 ans, essayer d'améliorer le pouvoir d'achat, rétablir le régalien, comme on dit en France, c'est-à-dire la sécurité, l'autorité de l'État et contrôler enfin l'immigration. J'entends les débats qu'on a sur cette Assemblée, on semble étonné qu'il n'y ait pas la majorité absolue pour le gouvernement et qu'il y ait une juste représentation de tous les partis politiques. Mais c'est l'essence même de notre République. Alors oui, il va y avoir de la vie, oui, il va y avoir du débat, mais on a vécu 5 ans de députés pouce-bouton qui appuient là où leur demande le président de la République sans aucun débat pour faire une politique contraire à ce que demandent les Français. Eh bien, enfin, les Français reviennent à l'Assemblée nationale, le peuple revient à l'Assemblée nationale et ça ne va pas être aussi simple. Je crois qu'Emmanuel Macron a mangé son pain blanc pendant que les Français mangeaient leur pain noir. Voilà. On va changer. Le décor est planté. Robin Reda, député qui est maintenant dans la majorité Ensemble et qui était, il y a 5 ans, les Républicains, est au micro d'Elsa Mondin-Gava.
Voilà, vous avez quitté les Républicains pour être dans la majorité et maintenant votre ancienne famille politique se retrouve un peu au centre du jeu. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? De faire alliance avec la majorité comme vous, de vous rejoindre finalement? Écoutez, moi j'ai fait un choix très clair devant les électeurs dès le début de la campagne des législatives. C'est de se dire que dans un pays extrêmement clivé où les extrêmes sont puissants, de gauche comme de droite, en particulier de gauche d'ailleurs dans ma circonscription, il fallait que les républicains sincères, ceux qui veulent la réforme, ceux qui veulent la réussite économique de la France et des Français s'unissent et travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours les mêmes idées, les mêmes accords, mais je crois que dans le programme des libéraux, dans le programme des gaullistes, dans le programme de ceux qui sont comme moi issus de la droite républicaine, il y a des points d'accord fondamentaux sur ce que doit être le destin de la nation française et ce que doit être la réussite de notre économie. Mais vous les entendez, vos anciens confrères, Christian Jacob, Aurélien Pradier, ils disent non, nous on reste dans l'opposition, à la limite on vote au cas par cas, mais en aucun cas un accord de gouvernement. Écoutez, chacun prendra ses responsabilités. Moi, en tout cas, si je suis aujourd'hui dans cette majorité présidentielle, c'est parce que je suis un député de terrain, un député de dialogue. Je crois au compromis, je crois à la discussion démocratique, je crois au débat parlementaire. Et je crois à la fin que nous pouvons nous mettre d'accord sur des points, encore une fois, fondamentaux qui concernent l'avenir de la nation française. Et je crois que moi qui suis issu de la droite républicaine, je partage avec beaucoup de mes amis des Républicains la même vision de l'avenir de la nation française. Merci beaucoup Robin Reda, il y a 5 ans, député LR, 5 ans à présent, député dans la majorité, mais le parcours est le même pour tout le monde, je crois. Voilà, et toujours de droite. Merci à vous, merci Elsa Mondingava. Daniel Simonet, on voit bien que, voilà, majorité d'idées, texte après texte, la main du gouvernement sera sans doute tendue vers la droite, peut-être vers certains dits vers gauche. Dans cet hémicycle très compliqué, majorité introuvable, quel est l'état d'esprit de la NUP aujourd'hui? Alors d'abord, nous avons engagé ces élections législatives avec un premier objectif, faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. Parce que Emmanuel Macron et le bloc qu'il constitue n'est absolument pas un bloc du centre, c'est le bloc de l'extrême marché. C'est le bloc des politiques du néolibéralisme, ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Donc c'était un premier objectif important. Jusqu'où voulez-vous l'empêcher? Alors déjà, s'il vous plaît, la deuxième difficulté auquel on est confronté, c'est que par l'attitude à la fois d'Emmanuel Macron pendant tout ce quinquennat, il a tout fait pour faire en sorte que l'extrême droite soit puissante dans ce pays, car il souhaitait un duo face à Marine Le Pen pour avoir son assurance vie d'être réélu. 89 on a bien vu qu'ils ont refusé dans 52 circonscriptions de prendre un message clair qui est de dire pas une voix pour le Rassemblement national. Et pourquoi? C'est extrêmement problématique, car on voit aussi le lien qu'il peut y avoir entre je mets en place des lois, ils ont fait voter des lois sur le séparatisme qui stigmatisaient une partie de la population, et finalement une façon de ne pas se responsabiliser par rapport aux enjeux républicains, par rapport à des partis qui ont des politiques, bien sûr. Marine Le Pen, ça c'est très clair, vous l'avez répété. Mais là, visiblement, c'est toujours pas clair pour la République en marche. C'est toujours pas clair. Il faut se projeter maintenant. On est dans une situation de blocage. Quel est votre état d'esprit? Est-ce qu'il y a des textes? Il y a un texte qui arrive qui est urgent, les Français l'attendent, sur le pouvoir d'achat. Le chèque alimentaire, vous le voterez ou pas? Mais franchement, nous aussi, nous avons des textes clairs. Quand la République en marche n'avait pas de programme, nous en avons eu un. Et nous proposons le blocage des prix des produits de première nécessité. Y compris. C'est comme ça que fonctionne l'institution. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, il va falloir apprendre à arrêter un petit peu l'arrogance que vous avez pu avoir pendant 5 ans. Vous n'avez jamais écouté les 17 députés de la France Insoumise. Jamais voulu étudier le moindre texte, proposition de loi, amendement. Donc là, s'il vous plaît, nous sommes dans un plateau, je suis en face de vous. Je termine. Donc, sur la question du pouvoir d'achat, vous pouvez donner tous les chèques alimentaires que vous voulez, ils seront toujours insuffisants et les prix continueront à exploser et la grande distribution continuera à se gaver sur le dos des citoyens. Nous proposons donc le blocage des prix des produits de première nécessité, le litre à 1,40 € d'essence. Alors, c'est intéressant parce que le blocage des prix concrètes. Le Rassemblement national le propose aussi. Alors, pas vraiment. Nous proposons 2 mesures phares sur la TVA. D'abord, la baisse de la TVA sur les biens énergétiques et principalement l'essence, parce que c'est devenu un calvaire pour les Français de faire le plein. C'est devenu quelque chose qui ruine leur pouvoir d'achat, alors que c'est souvent nécessaire. Et faire passer cette TVA de 20 à 5,5%. Et puis, en effet, sur 100 produits de première nécessité, alors je dis 100, c'est un chiffre rond, évidemment, il faudra étudier avec les associations de consommateurs, mettre une TVA à 0. 0 sur les pâtes, 0 sur le savon, des produits sans lesquels on ne peut pas vivre simplement comme un être humain. Et donc,
donc là-dessus, nous avons des mesures fortes à faire. Et vous parliez de savoir qui allait voter quoi. Mais je pense que sur des sujets comme le pouvoir d'achat, il y va de l'intérêt général, de l'intérêt de nos compatriotes. Et moi, j'espère qu'on aura des gens ouverts à nos propositions, parce que nous en ferons beaucoup. Alors, vous ferez des propositions, mais une opposition, vous voulez être constructif, c'est ça ? Ferme et constructif. Il était envisageable de voter, par exemple, une mesure simple, comme le chèque alimentaire, qui ne correspond pas exactement à vos propositions, mais celle-là, c'est oui ou c'est non ? Vous avez déjà un avis ? Mais moi j'ai un avis, c'est que le chèque alimentaire n'est pas la solution. C'est un pansement, c'est une forme d'aumône, et c'est, je ne crois pas, ce que demandent les Français. Les Français veulent changer profondément et de manière pérenne le système de taxation qui leur nuit. Maintenant, nous lirons le texte. Et si dans ce texte, on peut sortir des mesures qui vont dans le bon sens, nous ne sommes pas idiots, on est là pour l'intérêt de nos compatriotes et les protéger. Ça va pas être simple. Caroline Dabadie, priorité au direct. Je vous propose d'écouter Xavier Albertini, qui est au micro de Marco Pommier, salle des 4 colonnes. Bonjour Xavier Albertini, vous êtes député Horizon de la première circonscription du Marne. Vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale ce matin. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une émotion intense, c'est une situation évidemment inconnue pour moi, mais en tout cas j'apprends à chaque minute, à chaque instant, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes qui vous accueillent et qui vous font un parcours quasi initiatique. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Vous arrivez dans des conditions particulières. Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue. Un peu plus de 140 sièges pour la NUP, selon un décompte actuel, 89 pour le Rassemblement national. Comment on gouverne dans un tel hémicycle ? Je pense qu'on ouvre la parole déjà, on essaye de faire une coalition, en tout cas on élargit au maximum en fonction des textes la majorité, et puis on en appelle à l'intérêt supérieur de la France, aux défis, aux enjeux qui sont les nôtres, et on fait en sorte effectivement d'avoir un socle suffisamment large pour pouvoir passer des réformes qui sont indispensables. Beaucoup dans l'opposition réclament la démission de la Première ministre. Elisabeth Borne doit-elle démissionner ? Je ne pense pas que la question se pose en ce sens-là aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà que tout le monde se stabilise et ensuite que les choses soient étudiées avec beaucoup de distance et de hauteur et pas jouer à la petite phrase ou en tout cas au fusible. Ça ne sert strictement à rien, bien au contraire. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne sa place, prenne son temps et les choses se mettront en place au fur et à mesure. Une dernière question plus personnelle. C'est quoi le programme pour vous en tant que nouveau député dans ces prochains jours ? Bien beaucoup de choses. Retour sur Paris demain, retour ce soir dans ma circonscription et surtout au conseil municipal de Reims où je siège en tant qu'adjoint au maire. Et puis dans les prochains jours, une recherche de permanence, l'examen des différents CV pour les collaborateurs et puis un lancement véritablement au courant de la semaine prochaine. Merci beaucoup Xavier Albertini, merci à vous. Merci à vous Marco Pommier. Laurent Jacobelli, pour essayer au fond de comprendre dans quoi on est en train de rentrer. On est tous en train de faire des hypothèses, il y a plusieurs scénarios sur la table, on attend de savoir ce que dira le président de la République aux Français. S'il y avait une motion de censure qui serait déposée, alors on attend d'avoir confirmation au lendemain du discours de politique générale de la Première ministre que l'on nous annonce début juillet, le 4 juillet est une date possible. Vous la voteriez ? Il faut la lire d'abord. Moi, je ne vais pas donner un blanc-seing à la France insoumise ou à un quelconque parti extrême. Je vais lire et nous lirons la proposition. Mais vous savez, on est en train de poser la question du casting, en fait, de ce gouvernement. Mais je pense que la vraie question, c'est le scénario plutôt. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Est-ce qu'on va continuer avec cette mondialisation échevelée qui crée de la misère en France, qui crée du chômage en France ? Est-ce qu'on va continuer à avoir nos frontières grandes ouvertes pour importer de la misère là où on en avait déjà assez ? Est-ce qu'on va continuer avec le laxisme judiciaire, avec des gens qui disent il faut désarmer la police, tout ça ? Il y a un député battu qui s'appelle Julien Aubert des Républicains qui demande un gouvernement d'union nationale aujourd'hui, de la NUP au RN. Bonne idée, mauvaise idée ? Écoutez, je crois qu'il y a trop de divergences et qu'on ne pourrait pas y arriver. Non, je pense qu'il faut accepter le jeu démocratique. Il y a aujourd'hui un gouvernement qui est ce qu'il est, on peut le regretter et je le regrette, et une Assemblée nationale avec un premier groupe d'opposition qui est le Rassemblement national et qui jouera son rôle. Ce sont les institutions et nous allons les faire jouer à plein. Alors que vous voyez dans l'hémicycle le traditionnel exercice des photographies que les députés, là c'est Sylvain Maillard, élu La République En Marche de Paris, qui se prête à ce jeu de la traditionnelle photo dans l'hémicycle. Ça va pas être facile, hein. Ça va être extrêmement compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible.
Ça va pas être facile, on le voit rien que sur ce plateau-là, on trouvera difficilement des consensus sur tous les sujets. Il va falloir effectivement être assez habile pour aller convaincre ou trouver des équilibres sur tous les textes. On a le pouvoir d'achat qui est très urgent, on a la transition écologique qui est urgente, on a énormément de pain sur la planche, pardonnez-moi l'expression, et ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas NUPS, si ce sera un groupe ou plusieurs groupes. Chacun se revendique une force d'opposition et chacun veut être la première force d'opposition. On voit bien que c'est ça que chacun est venu chercher comme trophée ici. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il va falloir voter les textes proposés par le gouvernement parce que nous sommes toujours majoritaires. Certes, relative, mais majoritaire quand même. Alors, donc, il va falloir voter les textes, on aura besoin de réponses claires, et moi, j'en ai pas entendu aujourd'hui sur est-ce qu'on votera ou non tel ou tel sujet. Il va falloir aussi organiser l'Assemblée nationale. Il va y avoir des nominations et des élections clés dans les jours qui viennent. Évidemment, le perchoir, mais la très, très convoitée présidence de la Commission des finances. Ça va se jouer dans les jours qui viennent. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, et puis vous allez nous commenter ses propos juste après. Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUPES devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUPES. Daniel Simonet. C'est ce qu'on appelle un nouveau coup en fait, de Jean-Luc Mélenchon. Un seul groupe vous permettrait d'être le premier groupe d'opposition, la première force d'opposition dans l'hémicycle, pour ainsi bénéficier sans difficulté de cette présidence de la Commission des finances. C'est ça l'idée? Alors vous ramenez ça à la présidence de la Commission des finances, moi je ramène ça à l'enjeu du chemin vers lequel notre pays s'oriente. Le fait que la nouvelle Union populaire écologique et sociale soit bien perçue comme la première opposition à l'extrême marché d'Emmanuel Macron, et non pas le Rassemblement national qui vise à stigmatiser en permanence les exilés, les personnes d'origine étrangère, les personnes de confession musulmane. C'est vrai que ça marche plus du tout, vous l'avez compris ça. Il va falloir changer de disque, Madame Simonet. La société et ça encourage un racisme totalement anti-républicain. Donc il est essentiel qu'il y ait un seul groupe. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Parce qu'on avait compris que vous étiez d'accord pour faire un intergroupe avec vos différents alliés de gauche. Je pense qu'un chacun dans son groupe à l'Assemblée. Nous n'avions pas le résultat, nous n'avions pas cette situation où finalement les macronistes ont encouragé et favorisé l'élection d'autant de députés du Rassemblement national en n'étant même pas capable de donner une consigne claire, pas une voix pour l'extrême droite. Or là, le fait d'avoir un groupe commun ne va pas du tout provoquer la dissolution des partis. Chaque parti existera, le Parti communiste, le Parti écologiste, d'Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, Génération, et pourront avoir leur propre histoire, identité. On perd aussi quelques avantages en étant chacun avec un groupe à l'Assemblée. Permettra de montrer que l'opposition, elle est celle qui a un programme cohérent sur l'urgence climatique, sur l'urgence sociale et sur l'urgence démocratique. Laurent Jacobelli. En deux mots, parce que les mots ont un sens. L'antirépublicanisme, madame, c'est ce que vous représentez. Le danger, c'est ce que vous représentez. Le racisme, c'est ce que vous représentez. Parce que, oui, avoir des députés qui préconisent des réunions interdites aux Blancs, madame, ça porte un nom, c'est le racisme. Vous êtes vraiment anti-républicain. Alors, quelle est votre réaction à la proposition de Jean-Luc Mélenchon? Un seul groupe, la NUPES. Monsieur Jean-Luc Mélenchon peut faire ses pitreries habituelles pour attirer ces réunions interdites aux Blancs. Pour attirer, franchement, pour attirer, vous demanderez à vos collègues. Pour attirer, et il y a pire encore, pour attirer les lecteurs et les caméras, ça ne marche pas. Il y a plusieurs groupes. Il y aura un groupe socialiste, un groupe Les Verts, un groupe La France Insoumise, qui fera 71 députés, je crois. Nous en avons 89. Vous êtes sûr de ça? Nous sommes le premier. Alors, je sais qu'il y a des tentatives de débauchage en ce moment. Olivier Faure, Julien Bayou. Il y a avec certains députés pseudo-indépendants où on essaye de leur dire si tu viens, je te donnerai ça, machin, des vieux tripatouillages de vieilles politiques. Mais je crois que c'est pas à la hauteur de ce qu'ont demandé les Français. Les Français ont envoyé un signal clair. Pour une fois, ils ont une assemblée qui leur ressemble à peu près en termes de couleur politique. C'est pas encore la proportionnelle, mais vous voyez, le plafond de verre a sauté et nous avons pratiquement la même représentation qu'avec la proportionnelle. Alors, les petits jeux tacticiens de M. Mélenchon ou le fait de fermer les yeux comme le fait la majorité ne serviront à rien. Il y a aujourd'hui plusieurs groupes. Ils doivent faire vivre cette assemblée loin des caricatures, loin des excès, loin des pitreries. On voit que les ambitions sont plus que jamais aiguisées. Votre patronne, si j'ose dire, Marine Le Pen, a très clairement annoncé la couleur forte de ses 89 députés à l'Assemblée. Écoutez-la. Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit,
tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr, parce que le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens qui lui est accordé par la tradition ou par les règles républicaine pour pouvoir défendre les Français. Benjamin Morel, là c'est la bataille très claire pour la présidence de la Commission des finances qui est lancée. Ce n'est pas n'importe quelle présidence, c'est celle qui est chargée de travailler, de faire voter le budget. Oui, mais on lui accorde quand même beaucoup d'importance. Ah bon ? J'ai l'impression qu'il y a une cristallisation autour de ce poste-là, sachant que malgré tout, celui qui a le pouvoir au sein de la Commission des finances, c'est le rapporteur général, le vrai pouvoir. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus trop y accorder d'importance. Et le fait d'être premier ou deuxième groupe, en fait, c'est quelque chose qui est purement traditionnel, conventionnel. En réalité, comment est-ce que ça se passait jusqu'à présent ? La majorité s'abstenait pour le vote. Et donc, c'était l'opposition qui se débrouillait pour élire son député président de la Commission des finances, sachant que pour le coup, si vous avez un intergroupe ou si vous avez un groupe, ça revient à peu près au même. Avoir une multiplicité de groupes est beaucoup plus intéressant en réalité. En quoi précisément ? Parce que vous avez une commission d'enquête par an et par groupe. Et que donc, à partir de là, si vous avez un groupe, vous n'en avez qu'une. Si vous en avez 4, vous en avez 4. Parce que vous avez ce qu'on appelle les espaces réservés, les fameuses niches parlementaires. Là aussi, si vous avez un groupe, vous en avez une. Si vous en avez 4, ben vous en avez 4. Niche parlementaire, donc, possibilité pour les groupes d'être à l'initiative d'une proposition de loi. De loi, de la discuter, etc. Donc, en réalité, notre droit parlementaire, et ça peut être un problème à terme, est plutôt favorable à la multiplication des groupes. Donc, aujourd'hui, dire un groupe juste pour cette commission des finances, dont l'élection du président est purement conventionnelle et ne sera peut-être pas respecté cette fois-ci, eh bien ça m'apparaît pour le coup être une erreur stratégique. Allez, on poursuit ce débat en partant salle des 4 colonnes avec un nouveau visage au Palais Bourbon. Arthur Delaporte de la NUP au micro d'Elsa Mondragava. Oui, dans la cour d'honneur, élu du Parti socialiste dans le Calvados, de la NUPES. La tendance, c'est plutôt de prononcer comme ça aujourd'hui. Alors, on va parler politique, mais avant tout, montrez-nous, vous avez fait le parcours il y a quelques instants et vous avez reçu cette mallette. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors c'est un peu la pochette surprise du député. Il y a des choses essentielles, à commencer par le règlement de l'Assemblée. Donc c'est ce qui permet en fait à la fois de connaître le fonctionnement des institutions. Il y a même une version de la Constitution à l'intérieur. Et puis ça permet aussi de faire des rappels au règlement dans l'hémicycle et donc voilà, de faire des suspensions de séance, des choses comme ça. Deuxième chose qui est assez symbolique, c'est l'écharpe tricolore, l'écharpe du député. Mais il y a aussi d'autres petits éléments, d'autres petits symboles. Bon, la cocarde pour poser sur une voiture, par exemple. Et puis, plus petit, mais tout aussi symbolique, le baromètre. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je voulais justement ouvrir, c'est cet insigne. Cet insigne, en fait, qui est en fait des faisceaux de lecteurs avec une cocarde au centre. Donc, vous voyez, il est encore sous emballage. Et puis, peut-être d'autres éléments qui restent à découvrir. Notamment ce petit livret d'accueil qui décrit le parcours en fait à suivre. Donc c'est-à-dire d'abord une photo, d'abord remplir des formalités administratives, puis de la photo du député pour fabriquer le badge. Donc, que je dois avoir dans cette poche. Voilà. Faut le porter, hein, monsieur Delaporte, parce que les huissiers pour l'instant connaissent pas tous les députés. Faut le porter, mais je l'ai mis dans ma poche, voilà. Mais bon, vous me reprenez à l'ordre. On verra. Mais la petite photo, le badge. Et derrière, c'est parti, il n'y a plus qu'à faire la photo dans l'hémicycle et puis quelques formalités administratives, financières et on y sera. Vous connaissiez l'Assemblée puisque vous aviez travaillé au groupe socialiste, mais qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté, d'être député ? C'est de l'émotion, c'est de la responsabilité ? C'est les deux, et puis c'est aussi un changement de fonction, un changement de point de vue. J'étais collaborateur, donc j'étais au service pour accompagner des élus à les aider à porter leur parole, et maintenant je vais pouvoir développer ma propre ligne, ma propre parole et ma vision du mandat. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je ne représentais personne. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que je représente mes électeurs, les habitants de ma circonscription. Et puis, comme le député est député de la nation, je représente aussi, par extension, l'ensemble de nos concitoyens. Allez, une question politique. Vous êtes élu donc dans la NUPES, donc l'Alliance de la gauche, côté Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon, il vous a pas fait forcément un cadeau. Lui, il dit il faut un groupe unique finalement. On va pas rester chacun ses soins, on fait un groupe unique. Qu'est-ce que vous, les socialistes, vous en pensez ? Moi, je répondrai ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 6 mai dernier sur France 2, qu'il fallait
différents groupes, parce que sinon ça ne marcherait jamais. Moi je considère que la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle est écologique et sociale parce qu'il y a une pluralité d'organisations qui en font partie, et la base de cette pluralité, c'est aussi des groupes politiques différents, ce qui a été convenu dans l'accord qui a été à la base de la NUPES, et moi je me suis engagé devant les électeurs à siéger dans le groupe socialiste et à participer à l'intergroupe de la NUPES. Donc en fait cet intergroupe, c'est un moyen de fonctionner en commun, de voir ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais évidemment l'essentiel c'est d'abord qu'on est d'accord sur l'essentiel. Daniel Simonet sur notre plateau appelle à un groupe unique. C'est déjà de la friture sur la ligne dans cette alliance de la gauche? Non, c'est pas de la friture. Chacun est libre d'avoir ses positions. Mais moi, ce que je souhaite, c'est d'abord une question de méthode. C'est que quand on a des propositions à faire avec les uns et les autres, on en discute d'abord entre nous, on voit ce qui est possible, et puis ensuite, on fait la proposition aux médias parce qu'on ne met pas ses partenaires devant le fait accompli. Ça, c'est pas une manière de fonctionner. En tout cas, c'est pas ma manière de fonctionner. Mais je peux vous dire que notre ambition à Daniel Simonet comme à moi, c'est d'être utile à cette NUPES, la faire exister, parce que les électeurs qui ont voté pour nous, ils ont voté pour nous parce que nous étions écologistes, insoumis, communistes, socialistes, mais d'abord parce que nous étions les représentants de cette union. Et donc, il faut évidemment que chacun puisse avoir son groupe pour exprimer ses propres positions, mais il faut aussi et surtout qu'on arrive à trouver la meilleure manière de coordonner notre travail en commun à travers le fonctionnement de cet intergroupe que j'appelle de mes voeux, évidemment, le meilleur intergroupe possible. C'est d'ailleurs ce que disaient ce matin les représentants de la France Insoumise sur les ondes matinales. Ils voulaient un intergroupe commun, et donc moi je reste sur cette position qui était celle des Insoumis ce matin et qui sera, je l'espère, celle des Insoumis demain. Merci beaucoup Arthur Delaporte. Le groupe socialiste, lui, élira son président, ce sera jeudi. Jeudi prochain, tout à fait. À l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Elsa. C'est pas gagné, ce groupe unique. Ce sont des méthodes qui ne se font pas, d'annoncer des choses sans prévenir ses partenaires. Daniel Simonet. La proposition vient d'être faite et la situation, elle est nouvelle. Lorsqu'on est parti sur l'idée d'un intergroupe, on était dans une situation où personne ne pensait qu'il était envisageable que toute cette gauche sociale et écologique puisse se retrouver à travers une stratégie commune, un programme partagé de gouvernement et surtout des candidatures communes dès le premier tour des élections législatives. Et pourtant, on a réussi. Là, on est face à une situation nouvelle. Le fait de constituer un seul groupe permettrait de donner à voir ce qui a été la réalité des électrices et des électeurs. Les électrices et les électeurs ont voté comme première force d'opposition à la Macronie les candidats. Mais on est bien d'accord que si les intéressés refusent, ça ne se fera pas. On est bien d'accord. Écoutez, bien sûr, mais donc je pense qu'il est tout à fait possible que ça puisse se faire, car chacun peut prendre ses responsabilités face au danger que représente le Rassemblement national, et qu'il est important de prendre ses responsabilités et d'être le premier groupe. Ça n'interdit aucunement des réunions de sensibilité qui montrent bien que les partis ne sont pas dissous, les socialistes, les écologistes, les communistes, Génération. Vous nous direz d'ailleurs comment vous envisagez ce fonctionnement de la NUP. On va revenir maintenant sur, au fond, la question du gouvernement. Comment gouverner dans cette Assemblée ? Vous nous avez dit majorité d'idées, si je comprends bien. Sur chaque texte, c'est ça, vous allez prendre, Caroline Abadie, un peu les Français à témoin en disant vous voyez, c'est pas de notre faute, si on trouve pas de. C'est que c'est ça l'idée, puis quoi, dans un an, on dissout ? On va aller les chercher. On a été capable sur les 5 dernières années de proposer des textes qui ont été votés parfois avec les LR, parfois avec le PS, parfois à l'unanimité. On a été capable de le faire. Et bien on va refaire ce même travail. Il y a un comité stratégique aujourd'hui chez les Républicains. On a entendu Christian Jacob. La porte est pour l'instant fermée. Moi, j'entendais ce matin d'autres qui disaient ça dépendra des textes, ça dépendra des sujets. Une poignée. Tout simplement. Ça dépendra du. Non, il n'y a pas de prix. Une poignée de députés seulement. Jean-François Copé, qui prône un pacte de gouvernement, n'est pas député. Vous les voyez, vous, nombreux, dans vos conversations, de ces députés LR qui seraient prêts à collaborer avec vous ? Il n'y a pas que les LR. Il n'y a pas que les LR. Les divers gauches ? À qui vous pensez précisément ? Moi, je pense que quand on va parler du pouvoir d'achat, nécessairement, des gens nous rejoindront pour ne pas empêcher les actions qui permettent de protéger les Français dès cet été, poursuivre le bouclier tarifaire sur l'électricité, sur le gaz. Les sujets d'urgence, tout le monde en avait des idées sur le pouvoir d'achat dans son programme. On va poser tout ça dans un texte de loi, et ceux qui veulent aider les Français, ceux qui pensent que l'intérêt des Français est entre nos mains, entre nos 577 députés, je ne parlais pas que de nous, de faire que les Français puissent faire un plein, puissent remplir un frigo, et ils voteront. Bloquer les prix et faire un référendum d'initiative citoyenne. Je vous donne la parole, Laurent Jacobelli, c'est une promesse. Mais on va poser la question directement à Éric Woerth, qui est à présent dans votre groupe. Mais c'est intéressant parce que c'est un ancien républicain. Comment voit-il cette situation d'impasse politique pour le moment ?
face à un insoumis. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne parlementaire. Vous avez été président de la commission des finances. Vous savez qu'elle doit aller à l'opposition. Mais là, on ne sait pas le plus grand groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut suivre le règlement. Ça va, évidemment, la présidence va à un député issu d'un groupe de l'opposition. On ne dit pas, d'ailleurs, si c'est le groupe le plus puissant. On ne donne pas les modalités, en réalité, de la désignation du président. Mais il fait partie de l'opposition. Et cette qualité est vérifiée chaque année au moment d'une élection, puisque c'est soumis à réélection tous les ans. À partir de ce moment-là, l'opposition, elle est dispersée. Ou pas d'ailleurs, soit il y a une coalition qui devient un groupe et comme Dupes semble vouloir le faire, mais je ne suis pas sûr que le Parti Socialiste soit d'accord et il a raison. Donc chacun retrouve au fond un certain nombre de députés au sein de la commission, le Parti Socialiste, la LFI, les écologistes peut-être, enfin tous ceux qui sont à l'intérieur de cette bannière sont sous leur propre groupe. Et là, le Rassemblement national la revendique. Est-ce que c'est parce que c'est le plus gros groupe ou est-ce qu'il faut compter la coalition, la coalition de gauche en comptant tous les groupes ? J'en sais rien, c'est leur affaire. C'est quand même l'affaire de l'opposition à un moment donné. Je vois simplement qu'il y a deux oppositions extrémistes. Un extrémisme de gauche qui est représenté à l'intérieur de cette NUPES par LFI et puis un extrémisme de droite qui est le Rassemblement national, puisque M. Zemmour n'a pas de député. Que évidemment l'utilisation des pouvoirs du président de la commission des finances, qui sont des pouvoirs attachés à cette qualité. Je pense par exemple qu'on ne peut pas lui opposer le secret fiscal, que par exemple on peut aller dans n'importe quelle administration, demander n'importe quel document. Tout ça est très important pour le travail de contrôle qui doit être exercé sur le gouvernement, mais pas un travail de contrôle malveillant. Et est-ce que selon l'usage, la majorité ne doit pas prendre part au vote, doit laisser les oppositions décider ? En réalité, il n'y a pas d'usage. Pour l'instant, je pense que la majorité, en tout cas en 2017, elle ne l'a pas fait. Et c'était très bien comme ça. La question se pose à partir du moment où des députés issus de partis républicains, puisqu'ils sont dans le champ de la République, mais qui prônent des mesures extrémisme ou extrémistes. C'est le cas de la gauche avec LFI, c'est le cas du Rassemblement national avec l'extrême droite. La question peut se poser. Merci beaucoup. Éric Woerth, on le voit, la bataille pour la commission des finances, elle a commencé. Elle va durer un petit moment puisque normalement les commissions, c'est la semaine prochaine à l'Assemblée. Merci infiniment Elsa Mondingava. Laurent Jacobelli, vous arrivez dans un hémicycle qui semble aujourd'hui bloqué. Le gouvernement, à l'heure qu'il est, on va voir comment les choses vont se dérouler, n'a pas de majorité et sa majorité est paralysée. Dans quel état d'esprit vous êtes à nouveau ? Est-ce que vos électeurs vous ont donné mandat de bloquer Emmanuel Macron ? C'est comme ça que vous voyez les choses ? Je pense qu'ils nous ont donné mandat pour bloquer un certain nombre de mesures d'Emmanuel Macron. On parlait tout à l'heure de la retraite à 65 ans, on parlait d'un certain nombre de lois. Marine Le Pen estime que c'est déjà enterré. Elle a raison de fait, mais nous allons faire en sorte que ce soit définitivement. Ce qui s'est passé pendant les 5 ans qu'on vient de vivre, c'est qu'on avait un président de la République qui prenait des mesures seul, j'allais dire, avec son entourage, des députés qui acceptaient tout. Et ces mesures, il se trouve qu'elles étaient contraires aux aspirations des Français. On peut prendre tous les points sur la sécurité, sur le social, sur même l'environnement. Les Français expriment des opinions, le gouvernement faisait à peu près l'inverse. C'était le fait du prince. Aujourd'hui, il y a une opposition multiple. Il y a une opposition qui stagne, comme la gauche, une opposition qui multiplie son score par 12, comme nous, et une majorité présidentielle. En quoi la stagne ? Mais franchement, vous ne pouvez pas falsifier les résultats quand même. Je vais vous dire exactement. Je vais vous dire exactement ce que vous avez dit. Vous avez une grosse voix, mais je vais quand même parler. Je vais vous dire quand même ce que vous avez dit à Madame la députée tout à l'heure. Laissez parler, acceptez. Non, je comprends toujours la parole quand on ment. Daniel Simonet, il va vous expliquer pourquoi. Et ça, je l'assume. Et je le revendique. Vous êtes une stalinienne et vous le resterez à vie, Madame. Allez, on arrête les invectives. Pourquoi la dynamique n'est pas du côté de la NUP ? Parce que quand vous reprenez le nombre de voix, le nombre de députés, de tout ce qui faisait la gauche et que vous le rebaptisez, vous le repeigniez du nom de NUP, ça ne bouge pas. C'est un échec médiatique. Vous reconnaissez que vous ne gagnez pas en voix. Bien sûr que si, là on a beaucoup plus de députés. En voix, je parle en nombre de voix. On a beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale en tant que NUP que nous n'en avions auparavant. En élus, mais en voix, c'est différent. Donc c'est une progression énorme. Et nous constituons un tiers
aujourd'hui des voix. Donc, je ne peux pas laisser M. Jakubowicz mentir à ce point. Jacobelli, mais c'est pas grave. Excusez-moi, c'est une rue dans le 20e que j'apprécie en plus Très beaucoup bien. et que j'ai tellement fait en porte-à-porte et ma fatigue. Faites attention, vous êtes en train de dire que vous m'appréciez. M'a posé problème sur les noms. Mais vraiment, vous ne pouvez pas mentir. Je ne mens pas. Le groupe, le nombre d'élus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale est majoritaire dans Je vais me tourner vers la majorité un instant. Caroline Abadie, il y avait un déjeuner à l'Élysée très important avec tous les chefs de parti de la coalition présidentielle, François Bayrou pour le MoDem, Édouard Philippe pour Horizon, et puis bien sûr la première ministre Elisabeth Borne, chef de la majorité et des marcheurs de fait. Qu'est-ce qui peut en sortir? Qu'est-ce que vous attendez? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'une issue est au bout du chemin? Parce qu'on a l'impression que ça flotte beaucoup. Alors, moi j'attends qu'on s'organise et qu'avec notre esprit combatif et le sens des responsabilités, on mette en place notre groupe déjà, savoir comment on va nous aussi s'organiser à l'intérieur de notre groupe. Avec la perte de certains de nos membres. Je vais vous poser essentiels. la question autrement. Elisabeth Borne est-elle la femme de la situation? Et pourquoi pas? Vous pouvez nous donner les arguments. Il faut être extrêmement politique pour aller justement trouver ces majorités, quasiment député après député, ou constituer une coalition. Elle est suffisamment politique, selon vous? C'est la première fois qu'elle a été élue? Il n'y a pas de souci. Elle est ministre et reministre. Elle a réussi sur des réformes que personne n'osait imaginer, trouver justement les consensus comme il le fallait. Donc moi je crois qu'elle a cette culture, elle a une d'aller culture chercher des compromis. Elle a mené des réformes au cours du précédent quinquennat qui ont bien démontré qu'elle savait mener effectivement, avec un sens de l'écoute et de la négociation, de grandes réformes. Y compris si elle a un discours de politique générale à mener, avec la menace d'une motion de défiance, on les sent déjà monter? Pourquoi pas? Mais par contre, laissez-moi quand même dire, parce que ça fait 2 fois qu'on nous traite de pouce-bouton ou quelque chose comme ça, c'est très rafraîchissant d'avoir des députés qui n'étaient pas là pendant 5 ans. Si nous avions été presse-bouton, comme M. Jacobelli le disait, je pense que l'hémicycle aurait été beaucoup plus calme sur les 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de débats, vous le savez aussi bien que moi, très nourris au sein de l'Assemblée nationale. Donc ne véhiculez pas cette image qui est totalement fausse, selon moi. Laurent Jacobelli, sur Elisabeth Borne, peut-elle rester à Matignon, selon vous? Écoutez, une fois quand je vous dis, moi, le casting m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le projet. Mais Madame Borne, il faut quand même qu'on se souvienne que c'est la réforme du régime du chômage. Madame Borne, c'est celle qui a permis de renvoyer chez elle 15 000 infirmières sans salaire, tout simplement parce qu'elle refusait de se faire vacciner. Madame Borne, c'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Au moment où les Français ont besoin de social, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'avoir une empathie avec leurs problèmes quotidiens. Ils se retrouvent avec une fonctionnaire rigide qui applique à la lettre, et j'allais dire très durement, les consignes d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, on peut s'interroger. Elle ne ressemble pas au message qu'ont envoyé les Français. Mais c'est au président de la République de décider, puisque lui-même ne correspond pas à ce message. Parce que le message, pour vous, il est à droite et à la droite de la droite, c'est ça? Je ne le situerai pas comme ça. Il est qu'il faut être ferme sur le régalien et juste sur le social. Or, pour l'instant, c'est exactement l'inverse qui se passe, le laxisme d'un côté et l'injustice sociale de l'autre. Benjamin Morel, on vous a pas entendu pendant l'opposition les 5 années précédentes. Nous n'avons jamais entendu les parlementaires du Rassemblement national. Silence radio face à la réforme des retraites. Silence radio quand il y a eu justement la casse des droits des chômeurs. Prenez un peu d'auteur, vous avez êtes député été maintenant. Totalement silencieux. Allez, avant d'entendre Benjamin Morel, tenez. Souffrez qu'une femme assume totalement ce qu'elle vous dit, monsieur. Que vous soyez une femme de changement. On va rejoindre la place des Invalides. Vous allez le voir, il y a une proposition assez originale des scientifiques du GIEC, un certain nombre de scientifiques, dont Christophe Cassou, qui est à vos côtés, Marco Pommier, propose, c'est une proposition qui vous est adressée, quels que soient vos bords politiques, une formation express aux grands enjeux du réchauffement climatique. Marco. Effectivement, Myriam, je me trouve sur l'esplanade des Invalides, à quelques mètres seulement de l'Assemblée nationale, avec vous donc, Christophe Cassou. Pourquoi cette démarche? Est-ce que d'après vous, les parlementaires manquent de connaissances sur le sujet du réchauffement climatique, du climat? Alors, les parlementaires, comme l'ensemble des citoyens, manquent de connaissances sur les causes du changement climatique, les conséquences du changement climatique. Donc l'idée vraiment de ce petit moment de formation, de ces 20-30 minutes de discussion avec les députés, est de monter en compétence sur ces enjeux climatiques, de fournir le socle commun qui va ensuite irriguer
qui doit ensuite irriguer l'ensemble des lois pour limiter le réchauffement climatique au niveau défini par l'accord de Paris. La formation que vous proposez, vous l'avez dit, aux députés, elle dure 20-30 minutes seulement, c'est très court. Comment on forme un élu sur les enjeux du climat en aussi peu de temps ? Alors évidemment, il s'agit d'une initiation aux enjeux du changement climatique. Cette étape, cette opération, nous la considérons en fait comme une première étape qui devra se concrétiser ensuite par une formation, une vraie formation au sein de l'Assemblée avec les instituts de recherche publics sur les enjeux climat. Donc c'est vraiment susciter la curiosité et susciter aussi l'envie de s'approprier ces enjeux qui sont absolument essentiels pour la prochaine mandature. Parce que nous montrons qu'en fait, le climat de demain est conditionné par les choix et les actions d'aujourd'hui. C'est le géophysicien qui parle ici. Chaque tonne de CO2 additionnée dans l'atmosphère contribue à un réchauffement additionnel. Et chaque dixième de degré contribue à des risques additionnels. On l'a bien vu avec la canicule de la semaine dernière, où les événements extrêmes sont plus fréquents, plus forts et plus nombreux. Alors très concrètement, question pratique, combien de députés avez-vous formés depuis le début de la journée ? Alors pour le moment, on vient juste d'arriver, la conférence de presse vient de se terminer, donc il y a beaucoup plus de journalistes que de députés ici sur cette esplanade. Donc nous espérons avoir le plus grand nombre de députés possible, de manière peut-être un peu provocatrice. Nous espérons avoir la seule majorité absolue qui va venir ici sur cette place des Invalides pour se former, pour s'approprier les connaissances liées au changement climatique, pour monter en compétences. Mais pour l'instant, concrètement, vous avez eu combien de députés ? Alors pour l'instant, beaucoup d'interviews avec vous, journalistes, donc je ne peux même pas vous dire, parce que j'étais accaparé par le succès de l'initiative en fait. On refera le bilan dans 3 jours, mercredi soir. Merci beaucoup Christophe Cassou. Et précisons, Myriam, que cette opération proposée aux députés est facultative, elle n'est pas obligatoire. Viens qui a envie. Merci infiniment Marco Pommier. Voilà une initiative qui vous intéresse manifestement. Oui. Vous filerez aux Invalides ? Tout à fait, je filerai aux Invalides, c'est prévu. C'est extrêmement important parce que on sait bien, le rapport du GIEC nous le rappelle, qu'on n'a pas 5 ans devant nous, on a 3 ans devant nous. Et donc il faut bien prendre en compte tous les secteurs où des bifurcations écologiques majeures peuvent nous permettre, non pas d'empêcher le réchauffement climatique qui, hélas, est dans un chemin irrémédiable. Mais chaque demi-degré, chaque aussi capacité d'adaptation est essentielle. Vous prenez par exemple le secteur du bâtiment et du tout-béton, c'est 6% de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous passez à l'éco-construction en bois, terre crue, paille. Vous pouvez faire des constructions extrêmement résistantes, mais qui ont des émissions de gaz à effet de serre bien plus faibles et au contraire une autosuffisance énergétique. Alors, la question de la sobriété, tout le monde est convaincu du défi qui nous attend. On verra aussi comment vous allez résoudre des contradictions profondes, notamment sur la question du nucléaire qui est en lien direct avec le défi climatique. Mais ça n'est pas notre sujet. Je voudrais qu'on revienne, Benjamin Morel. Mais ça vous est nécessaire de le rappeler. Non, parce que c'est une réalité politique. Passer à 100% d'énergie renouvelable et sortir non seulement des énergies carbonées, mais du danger que constitue le nucléaire, oui, est un enjeu écologique majeur. Et ça fait partie des nuances qui existent dans l'accord et qui sont bien précisées. Benjamin Morel, j'aimerais comprendre quelles sont les différentes hypothèses sur la table du président de la République aujourd'hui et de la Première ministre. Premier scénario, il va constituer quoi ? Tenter une majorité solide, une forme de coalition. Deuxième scénario, majorité d'idées au cas par cas. Comment ça peut se passer concrètement ? Pour avoir un accord de coalition, il faut que vous ayez un partenaire de coalition. Or, on voit mal aujourd'hui LR rentrer, qui sera en réalité le seul candidat à la place. On voit mal LR rentrer dans une majorité de coalition avec Ensemble. Parce qu'en réalité, si demain vous avez un Wauquiez ou un Xavier Bertrand 2027, assumer le bilan d'Emmanuel Macron, ce serait évidemment extrêmement compliqué. On sait, partout en Europe, on a des coalitions, vous l'avez rappelé, on sait que les partenaires mineurs dans une coalition sont toujours perdants au prochain tour. Parce qu'ils sont fondus dans la plus grande Parce qu'en réalité, ils sont obligés d'assumer une politique qui n'est pas la leur. Donc c'est évidemment extrêmement compliqué. Par ailleurs, vous avez une base de LR aujourd'hui qui n'est pas vraiment Macron-compatible. Vous avez des nouveaux députés qui ont été élus souvent
même quasiment tout le temps, contre des candidats macronistes. Aurélien Pradier a très clairement fermé la porte, Éric Ciotti également. Donc un accord de coalition avec une majorité stable apparaît à ce stade-là extrêmement improbable. Donc c'est plutôt le deuxième scénario. Hypothèse, c'est-à-dire. Et dans cette deuxième hypothèse, vous avez en réalité 3 types de difficultés. Premier type de difficulté, les motions de censure. Les motions de censure, si jamais vous avez une motion de censure qui est votée de manière commune par la NUP, le RN et LR, le gouvernement tombe. Mais si jamais vous avez... Ce que LR n'a pas fait dans la précédente législature. Si jamais LR décide de s'abstenir, ou si le RN décide de s'abstenir sur les motions NUP ou la NUP sur les motions RN, à ce moment-là, le gouvernement peut tenir comme étant un gouvernement minoritaire. Le deuxième enjeu, c'est les projets de loi de finances. En règle générale, pour distinguer ce qu'est l'opposition et la majorité, il y a les motions de censure et les projets de loi de finances. Pour les projets de loi de finances, il faut que LR, à minima, s'abstienne. Si LR vote contre, il n'y a pas de projet de loi de finances, il n'y a pas de budget. Donc sachant qu'on peut utiliser quand même le 49.3. On peut utiliser le 49 alinéa 3, ce qui induirait pour le coup une nouvelle motion de censure. Plusieurs fois pour les budgets, les projets de loi de finances rectificatives, les projets de loi de financement, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, vous pouvez les faire passer à coup de 49 alinéa 3, mais évidemment le coût politique est assez important. Et ensuite, il y a les projets de loi entre guillemets ordinaires. Et là, vous pouvez tenter de construire des majorités de briques et de broc, mais évidemment, c'est extrêmement instable et évidemment, ça implique du coup que votre opposition ne fasse pas d'obstruction. Quand vous regardez les phénomènes d'obstruction qui ont fonctionné dans l'histoire, ils ont toujours 3 piliers. Une majorité qui a une minorité, une opposition qui a une culture parlementaire. La gauche notamment aujourd'hui a une culture parlementaire bien ancrée et est capable de faire de l'obstruction. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut avoir des relais dans la rue. Sur la retraite, la réforme des retraites, les relais dans la rue, les relais syndicaux seront évidemment là. Et ensuite, il faut une majorité potentiellement fracturée, et au-delà même de la question majorité absolue, pas majorité absolue. Le jour où vous allez expliquer qu'il faut faire une réforme des retraites aux conditions de LR, parce que sans ça, cette réforme ne passera pas, et que vous allez devoir embarquer des députés Renaissance qui ont vu leur élection se jouer à quelques centaines de voix, parce qu'ils sont dans des circonscriptions de centre-gauche, arriver à construire une majorité absolue sur un tel texte va être extrêmement compliqué, avec le Sénat qui évidemment sera en embuscade pour faire passer des amendements, histoire de déstabiliser la majorité. Ça va être très très difficile. Caroline Abadie. J'écoute attentivement. Comment vous réagissez quand vous écoutez ces différents scénarios? Aucun n'est facile. Oui, et puis on est en train de faire un peu de politique fiction. Il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas stabilisés. Donc moi, je pense qu'il faut... Lesquels comment sera constitué tous les groupes d'opposition et d'ailleurs cette expression opposition est assez agaçante parce qu'on peut très bien être un groupe pas dans la majorité mais constructif. Vous voyez bien déjà sur ce plateau que oui, je vois bien ici on ne va pas vous faire de cadeaux. Je vois et bien c'est assumé. Les électeurs et de la NUP et du Rassemblement national n'attendent pas de main tendue ni de cadeaux. C'est une évidence. Presque une heure à parler effectivement de qui allait être le plus grand groupe d'opposition, qui allait avoir la présidence de la commission des finances, sachant qu'on l'a bien rappelé, c'est bien le rapporteur général qui de toute façon a le pouvoir sur le budget. Donc on est en train de savoir qui va faire le plus grand spectacle, qui va faire le plus grand théâtre, si vous voulez, de cet hémicycle pour gagner des points pour les fois d'après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait concrètement. Mais parlez donc de ce que vous voulez faire. Vous êtes en train de me couper la parole, madame? Fantastique. Alors allez-y, terminez. C'est gentil de me laisser cette fois-ci la parole. Ça veut dire qu'on va essayer concrètement, au jour le jour, de défendre les intérêts des Français et je suis persuadée si ça passe que pas si ça passe pas, ça veut dire que tout le monde n'a pas à cœur les intérêts des Français. Je ne sais pas, je suis pas présidente. Laurent Jacobelli. Je pense qu'on est en train de savoir comment va fonctionner l'Assemblée nationale, qui va travailler avec qui. Vous avez raison d'ailleurs, des histoires un peu internes qui doivent pas beaucoup intéresser les Français dans leurs préoccupations quotidiennes. Mais c'est pas l'Assemblée qu'il faut changer, c'est la Macronie, la façon de faire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours décidé et voulu imposer ses vues sans concertation, en imposant aussi à l'Assemblée nationale, en imposant au corps intermédiaire, il va être bien obligé de changer de méthode. L'ensemble des groupes politiques. C'est une très bonne nouvelle. Il y a un Conseil national de la refondation, je vous donne la parole, qui va être mis en place avec les forces vives du pays et notamment les partis politiques, les élus. Est-ce que le Rassemblement national en sera ? Écoutez, j'en sais rien, j'imagine que oui, mais il y a une Assemblée nationale. Pourquoi toujours réinventer la roue? Cette Assemblée nationale, elle a été élue par le peuple, elle représente le peuple. Ça peut être un moyen de trouver les consensus. Elle est le peuple. Il y a des façons simples de travailler, instaurer la proportionnelle, par exemple, mais tout simplement prendre l'avis des autres. Pas croire qu'on a la science infuse, pas croire qu'on est meilleur que les autres. Et madame, quand vous dites que ne pas être d'accord avec vous dans l'opposition, c'est faire un cirque, c'est encore ce mépris. C'est pas ce que c'est avec ça qu'il faut cesser. Je viens de vivre 5 ans de oui, théâtre, alors je sais. Je suis en train de me dire que certains arrivent avec des maillots
maillot de foot, etc. Mais croyez bien, il y a aussi une opposition raisonnable et travailleuse. Je vais la regarder. Mais vous voyez que le risque, c'est opposition que vous soyez un peu spectateur du quinquennat et non pas acteur. Donc c'est un risque fort politiquement. Moi, j'aimerais qu'on parle du fond. Daniel Parce que vous avez parlé du Conseil national de la refondation. Quel est le projet de ce CNR qui, dans ses syllabes, évidemment, résonne avec le Conseil national de la résistance, dont le programme, dont le projet était justement l'instauration de la protection, de notre système de protection sociale. Or, on a vraiment le sentiment que le projet d'Emmanuel Macron, eh bien, c'était de réaliser le rêve que M. Kessler, l'ancien patron du MEDEF, avait déclaré, qu'il fallait détricoter et casser un à un les acquis sociaux du Conseil national de la résistance. Et Emmanuel Macron et son camp, la Macronie, ont un objectif néolibéral qui est, après avoir cassé les droits des chômeurs, c'est de casser notre système de retraite. Ils cassent l'hôpital public et ils voudront casser la sécurité sociale. Nous devons au contraire avoir bien conscience qu'aujourd'hui il n'y a rien à attendre de la Macronie et que ça n'est pas pour rien qu'ils sont allés aux élections législatives avec un programme, je dirais, caché qu'ils n'ont pas mis en débat parce qu'il est impopulaire dans la population. De paralyser toute réforme. Est-ce que c'est un objectif souhaitable au regard de la feuille de route du président de la République? Ce qui est souhaitable, c'est d'empêcher toutes les attaques de nos droits sociaux. Ce qui est souhaitable, c'est d'empêcher l'inaction climatique. Donc ce qui va être nécessaire, c'est non seulement le travail des parlementaires que nous sommes au niveau de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais l'implication citoyenne du plus grand nombre va être déterminante. Allez, Caroline Abadie, Benjamin Morel, et puis on ira voir Elsa Mondingava pour terminer cette émission. En écoutant Madame Simonet, j'ai l'impression qu'on a oublié quand même que le projet du président était très clair, contrairement à d'autres projets qui ont bougé, très clair, et il a été élu gagnant au premier tour. Il a gagné le deuxième tour avec ce projet-là. Nous étions en tête. Aucun débat. Aucun débat, madame. Nous étions... Oh bah si, dans ma circonscription, il y a eu des débats. Oui, M. Emmanuel Macron a assumé vraiment débat, programme continue, contre programme. Madame. Donc, vraiment, vous prêchez... Allez, poursuivez, parce qu'il nous reste une poignée de minutes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même gagné des élections. On est quand même en tête du premier tour aux législatives. On est en tête du deuxième tour des législatives. Donc, pour vous, ça n'est pas un désaveu, ce résultat des législatives direct pour avancer sur notre projet. Et quand on a quand même un mandat pour avancer pour notre projet... Madame Abadie, quand même. C'est pas la meilleure réussite qu'on pouvait rêver, c'est évident, mais on peut pas dire qu'on ait perdu des élections. Moi, j'entends ici comme si on avait perdu des élections. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais n'oublions pas que nous les avons gagné. Nous sommes en tête de ce deuxième tour des législatives de la même manière que nous étions en tête du deuxième tour des présidentielles. Benjamin Morel, le mot de la fin avant de retrouver Elsa Mondingava. Un dernier mot pour parler du CNR, pour dire qu'en fait le CNR va probablement plus être un instrument de complexification pour la majorité que de facilitation. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, il va falloir construire des majorités dans lesquelles vous allez retrouver déjà Renaissance, Ensemble et le Modem et Horizon. C'est pas si évident que ça. Il va falloir que toutes les réformes passent sous les fourches codines de François Bayrou et d'Édouard Philippe. À côté de ça, vous allez devoir débaucher 40 députés, notamment à droite. Si en plus, avant ça, vous avez une consultation des partenaires sociaux, etc., qui vous font une pré-feuille de route qui contraignent ces alliances et ces partenaires, là, ça va être encore plus difficile. Dans la quadrature du cercle. Et donc, on ajoute de la complexité à la complexité dans une situation qui est extrêmement difficile. Pour Emmanuel Macron, c'est pas évident. Au vu des réserves de députés pivots possibles, ce quinquennat va s'inscrire clairement à droite? Il n'y a pas d'autre option politique? Alors, il y a potentiellement d'autres options si quelques partenaires de la NUP, notamment au sein du PS, etc., voulaient collaborer avec la majorité. Mais à ce stade-là, ce n'est pas en effet l'option la plus probable. Mais il ne faut pas encore une fois oublier que beaucoup de députés macronistes en 2017 et encore en 2022 sont élus dans des circonscriptions plutôt ancrées à gauche. Et si demain, s'ils veulent être réélus en 2027, il va falloir que la majorité ne tente pas trop à droite. Donc si jamais vous faites des concessions à votre droite, il y a moyen que ça craque sur votre gauche. Merci à tous. Avant de se quitter, on va rejoindre Elsa Mondingava dans la cour d'honneur pour un calendrier des jours à venir qui s'annonce décisif, aussi bien au Parlement qu'au niveau de l'exécutif. Oui, ici, on a vu des arrivées un petit peu au compte-gouttes aujourd'hui. Demain, mardi et mercredi, ça devrait être les arrivées groupées. Demain, les députés de la NUP arriveront-ils tous ensemble? Rien n'est moins sûr vu qu'il y a quelques problèmes en ce moment au sein de cette alliance. Et puis, le RN annoncé mercredi. Ensuite, les groupes, ils s'organisent pour élire leur président. La semaine d'après, c'est l'élection du président de l'Assemblée, mardi 28, qui pour succéder à Richard Ferrand.
ensuite les commissions. 10 jours de stratégie politique intense ici à l'Assemblée nationale. Merci infiniment Elsa Mondingava dans la cour d'honneur. Merci à tous nos reporters dans l'Assemblée nationale et à l'extérieur. Le président aussi de la République devrait s'exprimer dans les jours qui viennent pour dire aux Français quels enseignements il tire de ce scrutin absolument inédit dans l'histoire de la Ve République. Merci à vous. Bravo pour vos élections. Et bon courage. On a eu un petit échantillon de la température à venir sur les bancs de l'hémicycle. Demain matin à 9h45, vous allez pouvoir suivre en direct sur LCP l'arrivée des députés La France Insoumise. On nous dit peut-être qu'une arrivée groupée de tous les élus de la NUP pourrait se faire à cette heure-là. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et à demain.